Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien. Jusqu'à maintenant, on a commencé à étudier les régimes politiques parlementaires. On a étudié le régime politique en Grande-Bretagne. On a étudié le régime politique en Israël, en Allemagne, et on a vu et on a fait la comparaison entre l'Allemagne et l'Italie. Et jusqu'à maintenant, ces 3 ou 4 régimes politiques, on a vu, on a constaté, on a remarqué que tous ces régimes-là répondent aux critères des régimes parlementaires. Ça veut dire dans ces 4 États-là, l'exécutif il est bicéphale, constitué de 2 têtes. Le premier, la première tête, il est effacée, ça veut dire qu'il a un rôle honorifique, mais c'est le deuxième qui décide, c'est lui qui détient les vrais pouvoirs et c'est lui qui est responsable. Deuxièmement, on a vu que le Parlement, soit il est bicaméral comme en Grande-Bretagne, comme en Allemagne, comme en Italie, soit il est monocaméral comme en Israël. L'essentiel, c'est que l'exécutif, dans les régimes parlementaires, il fait les 3 fonctions qu'on appelle aussi les 3 fonctions traditionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vote les lois, qu'il adopte le budget et qu'il contrôle le gouvernement. Troisième point, c'est que dans ces 3 ou ces 4 régimes politiques, on a vu aussi qu'il existe une relation entre l'exécutif et le législatif, qu'il y a ce qu'on appelle le couple de la démission et la dissolution. Le Parlement peut renverser le gouvernement et le gouvernement peut bien sûr dissoudre le Parlement. Les 3 ou les 4 régimes politiques, ce sont des régimes parlementaires par excellence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque régime-là a sa propre spécificité. Ce qu'on a trouvé, quelque chose qui différencie un régime d'un autre. Ce qu'on a trouvé une spécificité dans le régime parlementaire, par exemple en Grande-Bretagne, autre chose qui est spécialement qu'on trouve en Israël, et ainsi de suite. Bien, on est toujours dans le régime parlementaire. D'ailleurs, la plupart des États, la majorité des États optent pour le régime parlementaire. C'est pas seulement ces 4 États-là, mais on va trouver que la plupart des États en Europe optent pour le régime parlementaire. D'ailleurs, nos voisins espagnols, ils ont une monarchie, mais aussi c'est un régime parlementaire, avec bien sûr la spécificité du régime parlementaire. Aujourd'hui, on va voyager, comme toujours, et sans visa, sans passeport, mais on va y aller un peu loin. On va y aller vers l'extrême-orient, vers le Japon. Alors, le régime politique au Japon, comment il est? Régime politique au Japon. Comme toujours, on a toujours une introduction générale. L'introduction générale, je ne vais pas cesser de le dire et le redire, c'est que dans l'introduction, il y a toujours des généralités. On ne touche pas au régime politique, on reste dans les généralités. Par exemple, concernant le Japon, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire que c'est un État qui se trouve en extrême-orient, il est loin. C'est ça, ça veut dire la situation. C'est un État unitaire, c'est pas comme l'Allemagne. On a vu que l'Allemagne, c'est un État fédéral, il est constitué de plusieurs Länder. C'est un État aussi, qu'est-ce qu'on peut dire, extrême-orient. Extrême-orient, c'est un État unitaire, c'est un État traditionnel. Ça veut dire quoi, traditionnel? C'est un État qui aime tout ce qui est tradition. Vous allez me dire, mais madame aussi, quand on parle du Japon, c'est l'État où il y a la modernité, c'est l'État où il y a la haute technologie, c'est le high-tech. Oui, c'est au Japon, on va trouver les deux. Ça veut dire ces 2 caractéristiques, ça veut dire traditionnel dans l'apparence, mais il est aussi moderne dans la technologie. Si on veut chercher aussi l'économie du Japon, c'est un État qui se situe, c'est la 3e puissance d'ailleurs économique, après les États-Unis et le Japon. Mais concernant la technologie, c'est le premier État dans la technologie. Reste à savoir, c'est un État qui a connu en 1947 la première constitution. Écoutez bien, depuis 1947, cette constitution-là
n'a été jamais modifié ou révisé. Vous voyez, là, on est dans un état vraiment traditionnel. Depuis 1947, on a une constitution, ça veut dire juste après la Deuxième Guerre mondiale. Une constitution qui n'a jamais été modifiée ni révisée. Les articles sont les mêmes, on n'a jamais annulé aucun article, on n'a jamais modifié aucun article. Dans cette constitution de 1947, il y a un article très intéressant, c'est l'article 9. Qu'est-ce qui stipule l'article 9? Il stipule que le Japon abandonne pour toujours la guerre. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit à la guerre. Vous voyez, c'est l'article 9 de la Constitution de 1947. Avant 1945, ça aussi on peut l'ajouter dans l'introduction, c'est qu'au Japon, c'était une monarchie constitutionnelle du droit divin. Ça, c'est très intéressant. C'était une monarchie constitutionnelle du droit divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'empereur était considéré comme Dieu. Mais après 1947, on a bien sûr supprimé cette divinité de l'empereur. Ce qu'il faut savoir aussi, qu'on l'appelle aussi le Japon ou l'empire du soleil levant. Ça aussi, c'est une appellation du Japon d'avant, ça veut dire les samouraïs, on les appelait avant l'empire du soleil levant. C'était une monarchie constitutionnelle du droit divin. Quand on parle du Japon aussi, il ne faut pas oublier l'empire, comment il s'appelle, Meiji. Oui, c'est ça. Je ne suis pas sûre, alors on va enlever ça. L'essentiel, tout ça, on peut le mettre dans l'introduction. Reste à savoir, comme je dis toujours, une belle introduction, c'est une introduction où à la fin, on a des questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions qui sont reliées, bien sûr, au sujet. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais l'essentiel, c'est qu'avec les questions, on sent que l'étudiant a compris la problématique. Là, je le dis pour toutes les matières. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire dans les questions? Par exemple, est-ce qu'il y a une séparation du pouvoir au Japon? Qui gouverne? Est-ce que c'est un État démocratique? Est-ce que c'est un État où il y a les droits de l'homme, par exemple, sont respectés? Est-ce qu'il y a une violation des droits? Tout en sachant, c'est que, ça c'est entre parenthèses, pour ne pas oublier, c'est qu'au Japon, il n'y a pas l'opposition. Il n'existe pas. Mais ça, on va le dire après. Bien, après l'introduction, on passe directement au grand 1. Comme je dis, le grand 1, c'est toujours réservé au pouvoir exécutif. Bien. Le pouvoir exécutif au Japon, il est comment? Grand 1. Pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif au Japon, quand on parle du pouvoir exécutif, on a l'empereur, plus, ça veut dire qu'il est bicéphale. On a l'empereur, c'est le chef d'État. Il y en a un premier ministre et les ministres, plus les ministres. On les appelle bien sûr les deux, on les appelle le cabinet. Le cabinet. Je récapitule. Le pouvoir exécutif au Japon, il est bicéphale. Ça veut dire qu'il est constitué de 2 têtes. Voilà un critère du régime parlementaire. On est toujours dans la voie du parlementarisme. La première tête, c'est l'empereur. C'est lui le chef d'État. Et deuxième, c'est le chef du gouvernement qu'on appelle Premier ministre et les ministres. Le Premier ministre et les ministres, ils constituent ce qu'on appelle le cabinet. L'empereur, comment il arrive au pouvoir? Bien sûr, d'une façon héréditaire. Ça veut dire succession du père en fils, je crois. L'essentiel pour nous, l'empereur, c'est qu'il incarne la continuité de l'État. Il a un rôle symbolique, il a un rôle honorifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas un rôle réel. C'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui gère la politique générale de l'État, c'est pas lui qui détient les vraies mesures
et exécutif ou politique. Il a un rôle symbolique, ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Retenez ça, s'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'autorité. C'est une équation sine qua non. Sine qua non, ça veut dire automatique. Pas d'autorité, pas de responsabilité. Ce qu'il faut savoir sur l'empereur, que, comme je vous ai dit, que jusqu'à 1945, il avait un rôle divin, ça veut dire spirituel. Mais après 1945, il a renoncé à ce rôle-là. Il est là, c'est un symbole de la continuité de l'État, c'est un symbole, bien sûr, de l'État. C'est tout. Il incarne la continuité de l'État. Si ce n'est pas lui qui détient les vrais pouvoirs, alors qui détient le vrai pouvoir? C'est ce clan-là. Ça veut dire le Premier ministre et les ministres. Est-ce que c'est le Premier ministre tout seul ou le Premier ministre et son gouvernement? D'ailleurs, on va répondre à cette question.